Est-ce que vous êtes déjà promené de nuit autour de chez vous, en ville? Peut-être que vous rentriez d'ailleurs complètement bourré chez vous à 2 ou 3 heures du matin. La nuit a quelque chose de spécial. Tout est calme. Il y a moins d'humanoïdes. Les lumières artificielles des lampadaires projetées sur les bâtiments et les routes donnent une impression de décor. On dirait que tout est faux et que tout ceci n'est qu'un théâtre. La nuit, le temps semble ralenti. On a l'impression que le jour ne reviendra jamais. Franchement, ça vous donne pas envie de faire quelques photos? C'est un peu finalement comme un nouveau monde qui s'offre à vous, ou presque. Mais problème. Je ne sais pas si vous le savez, mais photographie signifie écrire avec la lumière, mais la nuit on a très peu de lumière. Quelques éclairages, mais pas forcément extraordinaires. Bref, faire de la photo de nuit, c'est génial, mais c'est pas forcément si simple. Alors dans ce podcast de type guide complet, je vais tout vous expliquer sur ce type de photo. Et d'ailleurs, pour plus d'informations, vous pouvez retrouver mon article sur photomaniac.fr. Allez, en avant, Guingamp. D'ailleurs, je rappelle avant de commencer que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation sur les bases de la photo de plus de 8 heures de cours, donc totalement gratuit, donc je vous invite à y aller. Pour commencer, le matériel pour la photo de nuit. Et oui, vous le savez, en photo, on est matérialiste, on adore ça. Et la photo de nuit ne déroge pas à la règle. Vous aurez besoin d'un appareil photo qui dispose d'un mode manuel M. Donc vous le verrez sur le mollet de prise de vue, il y a toutes les prises de vue, donc ce sera un petit M. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement pour pouvoir contrôler totalement les réglages de votre appareil photo. S'il a un grand capteur de type 24x36, vous capterez aussi plus facilement de la lumière, ce qui est bien en photo de nuit. Et une large plage dynamique et la possibilité de monter dans les ISO seront aussi des qualités appréciées. Pour l'objectif, alors ça dépend complètement du coup de ce que vous voulez faire exactement comme photo. En général, ça sera un objectif standard, donc 35-70 mm, ou grand angle 24-35 mm, pour photographier par exemple un paysage ou quelque chose d'un peu plus étendu ou large, voire éventuellement un ultra grand angle, donc moins de 24 mm, pour la photo d'architecture. Vous aurez aussi besoin d'un trépied. Vous allez me dire, mais fichtre, pourquoi? Comme il fait nuit, vos temps de pause seront longs. Votre appareil doit donc être immobile pour éviter tout ce qui est flou de bouger. Donc le flou du fait que la caméra bouge. Si vous avez un boîtier 24x36 ou un objectif rapide et ou qui a pas mal de lumière artificielle autour de vous, vous pourrez éventuellement vous passer de trépied. Vous aurez aussi besoin d'un déclencheur à distance, donc quand il faut de la stabilité, monsieur trépied et monsieur déclencheur à distance sont inséparables. Pour éviter de faire trembler son appareil photo, le mieux c'est de ne pas le toucher. Et forcément, le meilleur accessoire dans ce cas, c'est le déclencheur à distance, sans fil de préférence. Si vous n'avez pas de déclencheur à distance, pas de souci, le minuteur fera très bien l'affaire. En accessoire optionnel, on a aussi une lumière pour faire du light painting par exemple, donc je vais revenir plus après, un pare-soleil pour éviter les reflets des lumières en ville, et des batteries supplémentaires parce qu'entre le froid, les temps de pause longs, votre batterie va vite se décharger. Ensuite on passe au réglage pour la photographie de nuit. Donc déjà vous allez devoir vous mettre en mode manuel M. N'ayez pas peur, je suis avec vous. En ouverture, on peut commencer à f5.6, donc c'est un petit peu une ouverture entre deux. Si vous êtes sur de la photo de paysage ou de ville, fermez davantage pour avoir une plus grande profondeur de champ, ce sera plutôt conseillé. Et donc pour augmenter du coup votre netteté acceptable. J'en parle d'ailleurs dans ma formation gratuite. Alors si la photo vous paraît trop claire, dans ce cas, fermez plus, comme par exemple vers F11, et si c'est trop sombre, dans ce cas, ouvrez plus, comme par exemple à F4. Ensuite, au niveau des ISO, on peut commencer autour des 400. Vous pouvez augmenter les ISO pour éviter d'ouvrir plus et de perdre en profondeur de champ notamment. Sur capteur APS-C, vous pouvez aller jusqu'à 800 ISO par exemple, et sur 24x36, vous pouvez aller jusqu'à 1600 ISO. Attention de ne pas avoir de bruit numérique visible sur votre photo. Après, ça va dépendre beaucoup de vos photos, vos types de photos. En fonction, vous allez être obligé plus ou moins d'augmenter vos ISO, et parfois vous n'aurez pas le choix, vous aurez forcément du bruit sur vos photos. Du coup, hors ville, il est très probable que vous soyez en fait obligé de les augmenter, parce qu'il y a très peu de lumière du coup. Au niveau du temps de pause, on va commencer par plusieurs secondes, alors 2 secondes par exemple pour commencer, ça peut être très bien. Alors pourquoi on va être sur des temps de pause du coup assez longs? Tout simplement parce qu'en fait il va faire sombre en général et qu'il n'y aura pas beaucoup de lumière qui va du coup pouvoir atterrir sur votre capteur, et du coup on va devoir être patient pour compenser, donc un temps de pause plus long donnera suffisamment de temps pour laisser la lumière s'installer tranquillement sur votre capteur. Si vos photos sont trop sombres, du coup allongez le temps de pause, et si elles sont trop claires, dans ce cas raccourcissez votre temps de pause. Au niveau de la balance des blancs, vous pouvez laisser en automatique, elle sera sans doute mauvaise de toute façon. Vous pouvez tenter la balance automatique du coup lumière du jour en ville, et le mieux c'est quand même, je vous conseille vraiment vivement de prendre vos photos en RAW et de les corriger ensuite en post-traitement. Au niveau de la mise au point, on sera en manuel. Dans ces conditions peu lumineuses, votre appareil photo il va avoir du mal à faire la mise au point tout seul, donc en mode automatique. Donc le mieux c'est de prendre là aussi le contrôle. Vous pouvez bien sûr commencer en mode automatique et faire une première mise au point, puis ajuster après par la suite en manuel. Et je vais détailler la mise au point juste après. Au niveau du format de prise de vue, donc je vous conseille brut évidemment. C'est pas obligatoire mais c'est fortement conseillé, notamment pour la balance des blancs qu'on a vu juste avant, mais aussi pour pouvoir développer vos photos sur par exemple des logiciels comme Lightroom.
Maintenant, du coup, je vais détailler un petit peu la mise au point, donc je vais faire un petit mot sur la mise au point. Comme je vous le disais juste avant, utiliser l'autofocus, donc la mise au point automatique, sera sans doute un échec. Et là vous dites quoi, mais mon appareil méga cher, il est incapable de faire la mise au point? Eh bah oui, la plupart des appareils photo font la mise au point en détectant le contraste. Si la scène est trop sombre, globalement, il n'y a pas de contraste que l'appareil peut détecter. Alors là vous vous dites, mais tout est perdu? Bah non, parce que je suis là, je suis toujours là. Vous avez 3 possibilités. Donc première possibilité, faites la mise au point sur une lumière vive. Un lampadaire par exemple, ça fonctionne très bien. Essayez de faire la mise au point du coup sur le bord de cette lumière, donc entre la partie lumineuse et le fond noir derrière. Donc du coup toujours pour avoir cette histoire de contraste et que votre appareil photo du coup puisse se repérer par rapport au contraste. Veillez à faire la mise au point à la même distance que celle à laquelle vous souhaitez que votre photo finale soit mise au point. Une fois la mise au point effectuée, recadrez votre photo pour composer et déclencher. Si vous n'utilisez pas le back button pour faire la mise au point, mettez-vous en mise au point manuelle pour bloquer la mise au point, donc juste après vous avez fait la mise au point. Possibilité numéro 2. Vous pouvez aussi sortir votre lampe de poche et la diriger sur l'objet sur lequel vous voulez que votre appareil photo fasse la mise au point. Si l'objet est suffisamment proche, la lampe de poche devrait fournir suffisamment de lumière pour que votre appareil photo fasse la mise au point. Enfin, troisième et dernière possibilité, si rien de tout cela ne fonctionne, vous devrez faire la mise au point du coup manuellement avec la bague sur votre objectif. Il suffit de mettre votre appareil photo en mode live view, donc en gros le viseur apparaît sur votre écran LCD, et de regarder du coup cet écran pendant que vous composez la photo, en zoomant si possible, pour voir si votre photo est bien mise au point. Maintenant, petit mot sur la mesure d'exposition. On va viser les hautes lumières. Vous dites peut-être, mais où dois-je exposer? C'est une question tout à fait légitime et normale que tout photographe sain d'esprit se pose. Si vous utilisez la mesure évaluative, donc la mesure par défaut, l'appareil photo risque de se tromper, va sans doute se tromper. Si vous utilisez la mesure spot ou la mesure partielle, donc c'est entre matriciel et spot, le posemètre aura tendance à sauter dans tous les sens, selon que vous visiez une lumière vive ou un arrière-plan sombre. Donc la solution à ce problème consiste à utiliser la mesure spot et à exposer pour les hautes lumières. Ça veut dire quoi, vous allez me dire? Vous devrez donc mesurer sur les hautes lumières, vous mettez du coup votre collimateur sur les lumières les plus vives de la photo, et vous allez régler la compensation d'exposition entre plus 1 et plus 2. Ce réglage permet de conserver la luminosité des hautes lumières tout en les maintenant dans la plage dynamique de votre appareil photo. Ne vous préoccupez pas des parties sombres de votre photo. Si les zones sombres deviennent noires, c'est qu'il fait nuit et qu'il doit y avoir du noir à ces endroits. Si vous doutez, vous pouvez toujours faire des essais et ajuster si nécessaire. Autre point maintenant, faites des essais. Contrairement à la prise de vue de jour, la photographie de nuit exige que vous soyez plus méthodique. Vous ne pourrez pas simplement appuyer sur le déclencheur. Enfin si vous pouvez, mais ça sera pas forcément terrible. Il va vous falloir déclencher pour tester l'exposition et ajuster votre triangle d'exposition. J'en parle d'ailleurs dans ma formation gratuite sur photomaniac.fr. Comme le fromage, vous allez devoir affiner. Affinez vos réglages. Si vos réglages initiaux ont produit une image sombre, ajustez-les à nouveau jusqu'à ce que vous trouviez l'exposition correcte. Jouez avec les ISO, l'ouverture et le temps de pause. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu un petit système pour exposer correctement. Donc, premièrement, vous prenez une photo avec les réglages vus dans la partie du coup sur les réglages juste avant. Et à partir de là, si votre photo est trop sombre, donc en 2, vous agrandissez votre ouverture. En 3, si vous ne voulez pas perdre en profondeur de champ, dans ce cas, vous allongez le temps de pause. En 4, si vous obtenez du flou de mouvement ou de bouger, que vous ne souhaitez pas, dans ce cas, vous augmentez vos ISO. Et en 5, si vous obtenez trop de bruit, dans ce cas, ouvrez un peu, allongez un peu le temps de pause et diminuez vos ISO. Ça fait un petit peu un compromis entre les 3 paramètres. Maintenant, si votre photo est trop claire, donc en 2, vous fermez votre ouverture. En 3, si vous ne voulez pas gagner en profondeur de champ, vous raccourcissez le temps de pause. En 4, si vous obtenez un mouvement trop figé, alors que vous voulez détraîner par exemple, diminuez vos ISO. En 5, si vous êtes toujours trop clair, dans ce cas, vous fermez un peu, vous raccourcissez un peu le temps de pause et vous diminuez vos ISO. Donc c'est un compromis là aussi des 3 paramètres. Donc outre l'exposition dont on vient de parler, vous allez aussi expérimenter différents plans créatifs. Essayez différentes perspectives pour rendre vos photos plus intéressantes. Il y a aussi une autre méthode qui est tout simplement de bracketter et de faire du HDR. Et du coup j'y viens. Point suivant, du coup bracketter et faire du HDR pour la photo de nuit. Si malgré tous mes conseils, vous galérez toujours et vous avez par exemple trop de bruit ou que ça rend pas comme vous voulez, eh bien je l'entends et c'est ok. Et dans ce cas, il va falloir sortir la botte ultime, la technique secrète, le HDR. Je vous le dis, à moins que votre boîtier ait une fonctionnalité dédiée, il faudra obligatoirement finaliser tout ça sur ordinateur. Cette technique du coup elle consiste en quoi? Elle consiste à prendre une série de photos avec différents réglages d'exposition. Chaque photo que vous prenez devient progressivement plus claire ou plus sombre. Donc par exemple avec 3 photos, on fait une photo à plus un stop, une photo exposée correctement et une photo à moins un stop. Par exemple avec 5 photos on peut faire plus de stop, plus un stop,
0 donc exposé correctement, moins un stop et moins 2 stops. Et vous pouvez du coup bracketter votre exposition manuellement ou automatiquement. Donc pour le bracketing manuel, vous réglez votre appareil photo sur la priorité à l'ouverture ou au temps de pause, vous prenez une photo normale, puis vous utilisez le bouton de compensation d'exposition, donc le bouton avec un symbole plus-moins en noir et blanc, dans les photos suivantes pour ajuster l'exposition. Et après on a la fonction du coup HDR automatique qui se trouve en général dans le menu de prise de vue de votre appareil photo. Donc l'autre avantage de cette technique est que vos photos disposeront d'une gamme dynamique plus élevée. En gros vous aurez plus de détails dans les basses lumières et aussi dans les hautes lumières. Alors que bien souvent, avec une seule photo, on est souvent dans un compromis entre les deux, surtout pour la photo de nuit où on a de grandes différences de luminosité dans la photo. Maintenant, je vais vous donner quelques idées de sujets pour vos photographies de nuit, pour vous aider un petit peu à savoir quoi photographier, vous dire un petit peu ce qui fonctionne. Donc déjà, on a les lumières de la ville, donc c'est très classique. Ce qui est bien avec les villes, c'est qu'elles disposent de moult lumières ambiantes. Donc il sera plus facile d'obtenir des photos nettes et correctement exposées. Notamment les voitures qui passent peuvent rendre vos photos super dynamiques en faisant des traînées lumineuses. D'ailleurs, j'ai fait un article à ce sujet sur mon site photomaniac.fr. Ensuite, autre sujet, on a les silhouettes sur un ciel nocturne. La photographie de ciel nocturne est incroyable de base, mais parfois c'est vrai que comme pour les photos de paysage de jour, il nous manque un réel sujet ou un point d'intérêt. Et du coup, on va essayer de capturer par exemple une silhouette, donc la silhouette d'un bâtiment, d'un arbre ou même d'un humain au premier plan. Ensuite, autre sujet, on a les musées et les bâtiments publics. Les bâtiments bien éclairés sont un choix évident pour ce type de photo. L'exposition sera plus facile, le sujet évident et en plus il n'y aura pas d'humanoïde devant pour gâcher la vue parce qu'il fait nuit, il y a moins de gens en général. Ensuite on a les fontaines. Les fontaines sont aussi de magnifiques sujets. Elles sont souvent éclairées de différentes couleurs, ce qui ajoute un intérêt supplémentaire dans votre photo. Et en plus les temps de pause longs donneront un superbe effet sur l'eau qui coule. Autre sujet, on a les ponts. On un petit patapon. En France, on a pas mal d'eau qui coule et notamment dans nos villes. Alors forcément, on a quelques ponts. Ça sera peut-être pas le Golden Gate Bridge, mais il y aura probablement un pont et il sera bien éclairé la nuit, ce qui en fait un sujet intéressant. En plus, vous utilisez du coup un temps de pause long, comme je le disais aussi avant, là aussi ça donnera un superbe effet sur l'eau qui s'écoule sous le pont. Après, on a autre chose qui n'est pas forcément un sujet en soi, mais plus une petite technique de composition, c'est les réflexions. Donc c'est un autre type de photo très populaire pour la nuit, qui consiste tout simplement à faire refléter les lumières d'une ville dans un plan d'eau. Ça fonctionne particulièrement bien si la surface de l'eau est lisse et brillante. Là vous aurez besoin d'un trépied, c'est obligatoire, avec un temps de pause long, ça rendra aussi l'eau encore plus lisse. Autre sujet pour la photo de nuit, testez le mode bulbe et à vous le light painting. Le temps de pause le plus long pour la plupart des appareils photo est d'environ 30 secondes. Mais hélas, il arrive que vous vous retrouviez dans des situations où 30 secondes ne suffisent pas pour réaliser une exposition correcte. Le mode bulbe vous permet d'ouvrir l'obturateur aussi longtemps que vous appuyez sur le bouton de déclenchement de votre fidèle compagnon, l'appareil photo. Dans la plupart des appareils photo, le mode bulbe se trouve généralement après 30 secondes en mode manuel. Étant donné que vous allez ouvrir l'obturateur plus de 30 secondes, choisissez un diaphragme, donc une ouverture plus grande, comme par exemple F8, F11 ou éventuellement F22, pour du coup les expositions qui durent quelques minutes. Et oui, parce que l'utilisation d'une ouverture plus petite va réduire les risques de surexposition de votre photo. Il va falloir aussi veiller à choisir la plus petite valeur d'ISO possible, pour éviter du coup aussi une surexposition, et il faudra en mode bulbe là aussi faire pas mal d'essais pour arriver à l'exposition correcte. Je sais, le mode bulbe peut être aussi intimidant que votre premier amour, mais il vous permet également d'expérimenter librement et notamment de faire du light painting, donc de peindre avec une petite lumière de poche ou la lumière de votre smartphone par exemple. En conclusion, on arrive à la fin de cet épisode, la photographie de nuit est un excellent moyen d'obtenir des photos vraiment intéressantes et inhabituelles sans avoir à faire des milliers, voire des millions de kilomètres. C'est un moment idéal pour les photographier pour deux raisons. Première raison, c'est pas pendant les heures de bureau, donc vous ne travaillez pas. Deuxième raison, les autres personnes seront endormies, notamment votre conjoint, votre conjointe, vos enfants éventuellement, et il n'y aura pas d'humanoïde sur vos photos, ou en tout cas beaucoup moins. Bref, amusez-vous, testez, foirez, recommencez, vous êtes à l'ère du numérique après tout. Je vous rappelle que vous pouvez toujours accéder à ma formation sur mon site photomaniac.fr. Je vous laisse ici, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.